Cette semaine, dans Carnet de santé, nous examinons les progrès et les défis dans la lutte contre l'excision. Loïs Tofumnui Amele, défenseur du genre au Nigeria, discute des efforts visant à fournir une thérapie aux victimes de mutilations génitales. La Croix-Rouge américaine s'inquiète de la pénurie de sang aux États-Unis. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est un problème mondial qui suscite de nombreux débats. Les mutilations génitales féminines ou MGF. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, estime qu'au moins 200 millions de filles et de femmes dans le monde ont subi l'une des 4 formes de mutilation génitale, aussi appelée excision. Selon les experts, l'excision peut avoir des conséquences néfastes sur la santé des femmes et des filles, y compris des saignements graves, des complications lors de l'accouchement et un impact psychologique. Selon l'OMS, 3 millions de filles en Afrique courent le risque de subir l'excision chaque année. Le FUNEAP affirme qu'en Guinée-Bissau, plus de 52% des femmes âgées de 15 à 49 ans en ont été victimes. Le pays a adopté une loi qui criminalise la pratique, mais de nombreuses communautés continuent de résister à cette législation. Rayatou Baldé, une femme de 37 ans, a subi des mutilations génitales féminines alors qu'elle n'avait que 5 ans dans le village de Kebo, au sud de la Guinée-Bissau, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Elle se souvient de ce jour avec une grande tristesse et affirme que même ses grands cris ne l'ont pas empêchée d'être mutilée à un si jeune âge. Ce sont des vieilles dames qui l'ont fait. Je l'ai crié dessus, je l'ai lancé des mots indécents. J'étais en colère, même si je ne savais pas ce qu'elles voulaient me faire. Rayatou Baldé dit que comme pour d'autres victimes, les MGF lui ont causé des problèmes de santé à long terme, tels que des douleurs pendant les rapports sexuels et des traumatismes psychologiques qui sont encore présents dans sa vie quotidienne. Avant, quand je ne connaissais pas mon corps, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que c'est parce que j'ai commencé à avoir des rapports sexuels tardivement que je ressens ces douleurs? Ou était-ce parce que je n'arrivais pas à me connecter à mon corps et que mon corps ne pouvait pas s'habituer aux rapports sexuels? À l'époque, je me demandais encore si j'avais un problème ou si c'était mon partenaire qui en avait un. Malafi Mané, médecin de famille, travaille depuis 14 ans avec des femmes de tout âge qui ont subi des MGF en Guinée-Bissau. Il explique que cette pratique a un impact sur la qualité de vie sexuelle des victimes et qu'elle affecte également leurs partenaires. Ces femmes perdent leur sensibilité pendant les rapports sexuels et ne ressentent pas l'orgasme. En 2011, le gouvernement de la Guinée-Bissau a créé le Comité national pour l'abandon des pratiques préjudiciables à la santé des femmes et des enfants afin de lutter contre cette pratique. Les mutilations génitales féminines constituent malheureusement encore une préoccupation majeure et un grave problème de santé publique, touchant environ 52% des femmes au niveau national, âgées de 15 à 49 ans. Pour contrer ces statistiques inquiétantes, le pays a approuvé en 2011 une loi qui criminalise la pratique. Selon le programme conjoint UNFPA-UNICEF sur l'élimination des mutilations génitales féminines, depuis 2018, l'application de la loi a donné lieu à 9 arrestations, 3 affaires portées devant les tribunaux et 6 condamnations et sanctions en raison de la pratique des mutilations génitales féminines dans le pays. Loïs Tofumnui Amele est une militante pour la santé sexuelle et reproductive et la santé mentale, certifiée par la Fédération internationale pour les droits de l'homme et des genres. Elle est la directrice exécutive de la Fondation des missions philippiennes Good Tides, une organisation dédiée, entre autres, à offrir une thérapie aux victimes de MGF. Elle nous parle de la lutte contre l'excision. La mutilation génitale féminine est une violation horrible. Commençons par le nom, car dès que l'on entend parler de mutilation génitale féminine, beaucoup de gens se demandent pourquoi on l'appelle ainsi. Pourquoi ne pas l'appeler simplement circoncision féminine, comme nous appelons la circoncision masculine? Il s'agit donc de mutilation génitale féminine parce qu'il s'agit d'une violation horrible des droits de la fille.
La mutilation génitale féminine est donc l'ablation totale ou partielle des organes génitaux externes de la femme. Plus de 200 millions de femmes dans environ 29 pays vivent avec les conséquences des mutilations génitales féminines et nous voyons également que 10% de ces 200 millions de femmes sont des femmes nigérianes, ce qui donne un total de 20 millions de femmes qui vivent avec les conséquences des mutilations génitales féminines au Nigeria. C'est un chiffre énorme. Il existe donc différents types de mutilations génitales féminines. Nous avons la clitérodactomie, qui consiste à couper le clitoris. Nous avons, vous savez, l'excision qui est le type 2, où l'on coupe le clitoris et les lèvres. Et nous avons le type 3, qui est l'isolation, lorsqu'il ferme l'orifice vaginal et laisse un petit endroit pour uriner. C'est donc très effroyable. Sur le plan psychologique, on constate que beaucoup de ces femmes souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique. Je veux un forum où nous pouvons tous nous réunir et nous associer en tant qu'organisation de base. Il est très important que les hommes et les garçons nous accompagnent dans cette lutte, car la plupart du temps, le père ne voit rien. Il est sorti, mais le garçon est à la maison, voit tout ce qui se passe. Les Nations Unies parlent et suggèrent que nous devons mettre fin aux mutilations génitales féminines avant 2030. Une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis, Clitored, vise à restaurer les femmes qui ont subi l'excision en proposant des chirurgies reconstructives. Pour en savoir davantage, nous nous sommes entretenus avec Nadine Garui, directrice des opérations chez Clitored. Les mutilations génitales féminines existent depuis des milliers d'années. Il est important de s'en préoccuper parce qu'elles affectent les femmes, bien sûr, physiquement et mentalement, et leur dignité. Il est donc très important pour moi que les femmes puissent agir. Il y a quelques années, en 2006, un chef spirituel s'est rendu en Afrique où il a prononcé un discours et s'est rendu compte que les mutilations génitales féminines constituaient un grave problème dans ce pays. Vous savez, à l'époque, le docteur Pierre Foldes a trouvé un moyen d'y remédier. Il s'agissait d'une intervention chirurgicale, le traitement du clitoris ou chirurgie réparatrice qui permet de réparer le clitoris des femmes ayant subi des mutilations génitales. J'ai ici un petit échantillon de ce à quoi ressemble un clitoris. Les femmes et les hommes pensent que le clitoris n'est qu'un petit bout, le petit bout que nous voyons. Mais le clitoris est en fait un très grand organe. Il est aussi gros qu'un pénis. C'est donc plusieurs centimètres, mais la majeure partie du clitoris se trouve à l'intérieur de la vulve. Il est comme enveloppé à l'intérieur. Pourquoi l'opération fonctionne-t-elle? L'opération fonctionne parce que pendant l'excision, on coupe juste un petit peu ici. On ne peut pas tout couper, c'est impossible. Donc quand les gens disent, vous savez, je n'ai plus de clitoris, c'est impossible. Toutes les femmes qui ont été excisées ont encore leur clitoris. Il en manque juste un peu. Alors que fait le chirurgien? Il enlève le tissu cicatriciel de la partie où la coupure a eu lieu. Ensuite, le clitoris remonte à la surface et bien sûr, maintenu en place par des sutures pour pouvoir fonctionner à nouveau. L'opération dure environ 1 heure et la convalescence dure environ 3 mois. L'opération n'est pas très importante. Le plus important, c'est de faire la paix. De faire la paix avec le passé, de faire la paix avec la personne qui a fait l'excision. Était-ce votre mère, votre tante? Vous devez leur pardonner. Il faut parfois un certain temps pour pardonner. Une fois le pardon obtenu, il est temps de regarder votre corps et d'en tomber amoureux. Nous nous tournons à présent vers la fistule obstétricale, l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d'un accouchement. Une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis collabore avec le gouvernement du Rwanda pour fournir des soins chirurgicaux gratuits aux femmes qui souffrent de fistules, restaurant non seulement leur santé, mais aussi leur dignité. Julie Tabo de la VOA Afrique en a plus. C'est une occasion joyeuse pour ces femmes rwandaises en ce jour pluvieux dans la capitale Kigali. Elles accueillent une équipe américaine venue aider les femmes souffrant de fistules obstétricales et d'autres problèmes gynécologiques. L'une de ces femmes est Julienne Nyarandinabo, qui est devenue incontinente après que sa vessie a été endommagée pendant l'accouchement.
La fistule m'a rendue dépressive. Je ne pouvais pas gagner d'argent ni effectuer des tâches physiques. J'ai même eu du mal à m'occuper de mon enfant, dépendant de mon mari pour nos besoins. Une fistule obstétricale est un trou qui peut se former entre le canal d'accouchement de la mère et sa vessie ou son rectum au cours d'un travail prolongé ou obstrué ou d'une césarienne mal pratiquée. Cette lésion dévastatrice peut provoquer chez la femme des fuites continues d'urine, de matière fécale ou des deux. Elle peut provoquer des douleurs intenses et dégager une forte odeur qui entraîne souvent un sentiment de honte et d'isolement social. La fistule de Nyarandinabo a été réparée par une équipe chirurgicale entièrement bénévole constituée par l'Organisation internationale pour les femmes et le développement, une organisation américaine à but non lucratif. Lorsque vous souffrez d'une fistule, croyez-moi, c'est l'une des pires situations qu'une femme puisse connaître. Elle est traitée comme si elle avait la lèpre. Personne ne veut l'approcher. Elle sent tout le temps mauvais. Ses enfants ne veulent pas l'approcher. Parfois, son mari peut même partir. L'équipe se rend au Rwanda 3 fois par an et travaille en étroite collaboration avec le gouvernement qui fournit de l'aide et des étudiants en médecine pour la formation depuis 2010. Les patientes souffrant de fistules se présentent dans un état vulnérable. Après leur opération, elles sont souriantes, reconnaissantes et impatientes de rentrer chez elles. Avec ses partenaires au Rwanda, l'Organisation internationale pour les femmes et le développement a examiné plus de 4500 femmes et enfants et pratiqué environ 1400 opérations de la fistule et du prolapsus, un traitement qui change la vie et qui non seulement répare les corps, mais rétablit la dignité. La Croix-Rouge américaine a déclaré une grave pénurie de sang, les réserves ayant atteint leur niveau le plus bas depuis 20 ans. Le nombre de donneurs dans le pays a diminué de 40% pour des raisons telles que le Covid, les infections saisonnières et le mauvais temps. Angelina Bagdasarian a visité une station de don de sang à Los Angeles en Californie et s'est entretenue avec certains donneurs. Gabi Dorsil raconte. Lindy Lewis donne du sang depuis de nombreuses années pour des raisons personnelles, dit-elle. Je sais qu'il y a des pénuries et il y a déjà eu des cas de cancer dans ma famille et le don de plaquettes aide les patients atteints de cancer. Alors c'est quelque chose que je peux faire pour aider les gens, même si je ne les connais pas. Madame Lewis passera environ 2 heures à donner son sang, assez de temps pour se détendre et regarder un film, dit-elle, mais elle est l'une des rares personnes présentes au centre de don du sang. Et selon la Croix-Rouge américaine, le nombre de donneurs de sang a atteint un niveau historiquement bas au cours des 2 dernières décennies. Depuis 20 ans, le nombre de donneurs de sang a chuté de 40%. Nous avions près de 4 millions de donneurs. Nous en avons aujourd'hui un peu plus de 2 millions. Cela est dû en grande partie à la pandémie, lorsque les écoles étaient fermées et que les entreprises ne fonctionnaient pas. Selon les représentants de la Croix-Rouge américaine, les fortes chutes de neige, les pluies torrentielles et les tornades qui se sont abattues sur les États-Unis ont poussé de nombreux donneurs potentiels à annuler leur rendez-vous. Et à cause des maladies saisonnières comme la grippe et le retour du Covid, la situation pourrait encore s'aggraver. En ce moment, le besoin le plus urgent concerne les plaquettes ainsi que le sang de type O, positif ou négatif. Mais en réalité, tous les types de sang sont nécessaires en ce moment afin que nous puissions augmenter l'ensemble des réserves de sang. Toute personne âgée de plus de 18 ans peut donner son sang aux États-Unis une fois tous les 56 jours environ et le poids du donneur doit être supérieur à 50 kg. Aux États-Unis, les donneurs de sang ne sont pas rémunérés, même lorsque la pénurie de sang atteint des niveaux critiques. Les experts estiment que le fait d'être rémunéré pourrait inciter les donneurs potentiels à considérer le don du sang comme un moyen de gagner de l'argent supplémentaire et les empêcher de mentionner d'éventuelles restrictions médicales ou des maladies sous-jacentes. Selon les experts, toutes les 2 secondes, une personne aux États-Unis a besoin de sang ou de plaquettes. Ainsi, chaque personne qui donne en moyenne 500 ml de sang est susceptible de sauver une vie. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.